Et donc on va prendre une question qui a parcouru l'ensemble des symposiums et des ateliers, qui est la question de la place du politique dans le savoir et dans les constructions de modèles qu'on peut faire les uns et les autres, et dans la manière dont on peut essayer d'expliciter ce qu'on pourrait appeler, parce que c'est des mots qui reviennent très souvent dans l'équipe STIP, les verrous et les leviers, à l'intérieur même de nos champs académiques, de nos champs scientifiques. J'ai indiqué les deux symposiums, le 6 et le 7, parce qu'en fait, ils vont ensemble. On a certes mis deux titres, mais c'est un peu rhétorique. C'est surtout deux groupes de personnes différentes qui vont prendre la parole. Et dans les deux cas, il s'agit de voir quand même les dysfonctionnements de nos structures de savoir, nos structures mentales, nos structures académiques, et donc on a des choses extrêmement proches. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marc Chenet, qui va nous parler des questions de finance, Gerhard Kriner et Pierre-Yves Longaretti, qui vont s'entretenir sur la question de la part ou de la non-part idéologique du GIEC, et Benoît Pelopidas, qui va nous parler de la question du nucléaire militaire. Je voudrais juste, avant de leur donner la parole et de les présenter moins succinctement, revenir sur le mot idéologie et sur le mot politisation, pour clarifier et qu'il n'y ait pas de trop grande disjonction du côté de l'écoute. On appellera ici idéologie l'ensemble des discours dominants, voire hégémoniques, qui ont tendance à naturaliser dans le vécu des gens et dans la manière dont ils reçoivent ce vécu, une situation qui procède pourtant d'une histoire où des acteurs ont pris des décisions et les ont appliquées. Donc, situation historique qui serait la réalité et situation naturelle qui serait la manière dont, idéologiquement, on considère que les choses sont normales et qu'elles ne pourraient pas être autrement. L'idéologie fabrique ainsi un écran à la possibilité de pluraliser nos opinions, mais aussi nos perceptions et ainsi notre réflexivité. A contrario, ce qu'on appellera politisation suppose de montrer que ces décisions, cette situation n'est justement pas naturelle et qu'elle est bien le fruit de choix. Et on peut penser que le savoir doit viser cette pluralisation des possibles, alternatives pensables, applicables, et que c'est bien ça la question du savoir critique. Si les savoirs sont naïfs sur le plan de l'idéologie, ils sont désactivés sur le plan d'une politisation, c'est-à-dire sur le devenir de la cité. S'il y a des savoirs critiques, c'est pour permettre à chacun de pouvoir s'emparer de ces savoirs et de pouvoir donc devenir effectivement acteur. Alors les personnes qui sont avec nous aujourd'hui et demain sont des personnes qui sont à la fois professeurs et qui interviennent plus ou moins à des degrés variés en fonction de leur position, aussi dans l'espace public. Alors je vais donner la parole à Marc Chenet pour 20 minutes. Il est professeur de finance à l'université de Zurich, directeur du département de banque et finance et du centre de compétences en finance durable, toujours de l'université de Zurich. Publication importante, La crise permanente, qui est en fait une réédition d'un premier volume qui en fait est le même livre qui a été ensuite augmenté. Et je lis quand même les deux titres parce que je crois que c'est intéressant du point de vue des enjeux. Le premier titre, c'était de la Grande Guerre à la crise permanente, la montée en puissance de l'aristocratie financière et l'échec de la démocratie. C'était 2015. Et puis en 2018, la crise permanente, l'oligarchie financière et l'échec de la démocratie. Voilà, je vous donne la parole pour 20 minutes. Merci pour cette introduction. Bon, donc en introduction, je voudrais revenir sur l'étymologie du mot économie. De quoi s'agit-il? De la gestion, merci, de la gestion de la maison. Je crois que la situation est assez claire. La maison est très mal gérée. Mais alors vraiment très mal. Tous les voyants importants sont au rouge. On va prendre le climat, le réchauffement climatique. La température s'est améliorée dans cet amphithéâtre, heureusement, mais on le vit tous les jours. Il faut être aveugle pour le nier. Perte de biodiversité, instabilité financière, différences sociales exacerbées, risque de guerre. Donc la maison est très mal gérée. Donc ça nous amène à réfléchir sur cette base
le politique doit revenir à ce niveau-là. L'économie est une science sociale, ou devrait en être une. Aujourd'hui, c'est plutôt une idéologie, voire une religion, parce qu'il s'agit d'y croire. Les concepts, et j'y reviendrai aujourd'hui rapidement, nombre de concepts en économie et en finance en particulier sont irréalistes, ne correspondent pas à ce qu'on observe. Une idéologie donc qui a pour caractéristique principale de se draper dans les habits de la science. Il s'agit de théorèmes. Les théorèmes sont nombreux en économie, en finance, et on ne les discute pas. Le théorème du bien-être, par exemple. De quoi parle-t-on exactement? Où est le bien-être aujourd'hui sur cette planète? Il est limité. Donc, nos nombreux théorèmes, et le fait de se draper dans les habits de la science permet d'exclure, de marginaliser ceux qui critiquent. Donc voilà en introduction. Donc ça, c'est la structure pour les 2 heures qui sont devant moi, c'est bien cela? Alors, le contexte actuel, quelques chiffres clés. Je crois qu'on est tous fatigués à la fin de la journée. Donc ici, en bas de ce graphique, en bleu, on a les dettes. On a, je veux dire, le PIB global jusqu'en 2020, en bleu. En orange, juste au-dessus, les dettes, toutes les dettes mondiales, publiques et privées. Donc avant, au début de la Covid, elles étaient à peu près à 300%. Fin 2020, 365% du PIB mondial. Maintenant, avec la guerre en Ukraine, on n'a pas encore les chiffres, mais je vous laisse deviner ce que ça va vouloir dire. Donc, le paradigme actuel en économie, qui est le suivant, le paradigme le plus important, générer de la croissance pour essayer de rembourser une partie des dettes et augmenter les dettes pour essayer de générer de la croissance, ne fonctionne pas. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est un fait. Il suffit de regarder ce graphique. Les dettes augmentent plus rapidement que le PIB. Donc, il serait temps de changer de paradigme. Soyons réalistes, il est impossible de rembourser ce montant énorme de dettes. C'est tout simplement impossible. Et on a connu ça dans l'histoire. Je vais parler de l'Allemagne, pas de la Grèce. L'Allemagne, 2 fois de suite, après la Première et après la Seconde Guerre mondiale, a été amenée à oublier, à annuler, et ça a été accepté au niveau international, une grande partie de ses dettes. Donc là, on est confronté à la même situation, et c'est pour ça que vous avez au-dessus, en vert, les produits dérivés, produits complexes, pour résumer, produits complexes, produits financiers complexes, qui officiellement, si vous ouvrez un manuel en finance, sont justifiés de la manière suivante. Ils permettraient aux entreprises de se couvrir. Parfait. Mais on n'a pas besoin de produits de couverture qui correspondent à peu près à 8-9 fois le PIB mondial. On a tous, ou presque tous, un salaire. Moi, mes produits de couverture pour la santé, je n'ai pas de voiture, ça représente peut-être 4-5% de mon salaire. Pour ceux qui ont de voiture, peut-être les assurances, etc., on arrive à 10-15%. Enfin, vous me direz, mais pas 8 ou 9 fois le salaire, puisque notre salaire, c'est notre PIB personnel. Donc, il y a un dérapage évident. Et la plupart de ces produits correspondent à des paris. Des paris sur quoi? Des paris sur le défaut ou la faillite d'entreprises ou de pays, justement, puisqu'il est impossible de rembourser toutes ces dettes. Alors, c'est celui-là. Voilà. J'en viens aux dérivés maintenant. Vous voyez, là, selon ces statistiques proviennent de la Banque des règlements internationaux pour les dérivés, donc à Bâle, en l'occurrence en Suisse. Maintenant, si je me centre sur le pays où je travaille, en l'occurrence la Suisse, la bourse fournit des statistiques pour les dérivés. Là, vous voyez 2020, donc je n'ai pas le bras assez long, mais là, vous voyez ce chiffre en francs, donc dérivé sur equity, c'est-à-dire dérivé sur action, à peu près 18, vous voyez ce chiffre 18, là, qui dépasse justement, à peu près presque 19, 18 millions de milliards de francs pour un pays. C'est de l'ordre, pour les dérivés seulement sur action, c'est de l'ordre de 25 000 fois le PIB suisse, juste pour donner un ordre de grandeur. 25 000 fois, de quoi on parle? Et c'est très opaque. Donc moi, j'ai envoyé un courriel à la bourse pour poser 2 questions. Y a-t-il une erreur dans ce chiffre? Ça peut arriver. Et sinon, pouvez-vous m'expliquer? Réponse, il n'y a pas d'erreur et on n'explique pas. Mais par contre, on paye quand ça explose. On paye parce qu'on est contribuable, on a affaire à des institutions dites systémiques, too big to fail, etc. Donc on paye, mais on n'est pas là pour comprendre, on est là pour payer. À un moment, il faut tout de même l'enregistrer, cela. Alors, ça, c'était en 2020. Un an après, le chiffre est encore plus élevé, 38 000, c'est rassurant. Donc, à peu près 50 000 fois le PIB suisse. On envoie un courrier au gouvernement, ils nous disent, vous inquiétez pas, il y a un problème de double comptage. OK, on va diviser par 2, si vous voulez, mais ça reste dément. Diviser autant de fois que vous voulez par 2. C'est très rassurant comme réponse.
Là, c'était au tout début de la guerre en Ukraine, ça a baissé, c'est seulement à peu près 3000 fois le PIB suisse, on est rassuré. Donc ce que je dis pour la Suisse est malheureusement fort probablement vrai pour d'autres pays, y compris la France. Mais encore faudrait-il avoir accès aux données. Donc il faut exiger que la Banque centrale, la banque donc à Bruxelles, mais aussi en France, qu'elle publie ces chiffres, ou la bourse, qu'on sache où on en est. Ok, voilà. Alors après ça, j'ai changé d'échelle. Là, on a toujours le PIB en vert, après ça, la dette et les produits dérivés. Je change d'échelle pour avoir les transactions électroniques, tout ce qui est fait de manière électronique. Quand on paye avec une carte de crédit, avec le téléphone, ça ne suffit pas pour arriver à ce montant énorme. À peu près, en bleu, là-haut, c'est 150 fois le PIB en vert, à peu près, hein, en étant prudent. Tout ce qui est électronique, donc vous savez probablement, les grandes institutions financières achètent et vendent des actions à la milli ou à la microseconde. Le volume de transaction est énorme, 150 fois le PIB. Quelle serait l'idée là? Avec certains collègues, on s'est engagé en Suisse pour une initiative dite populaire pour introduire une microtaxe sur toutes les transactions électroniques. Donc, si vous imaginez 150 fois le PIB, c'est tellement énorme qu'une microtaxe serait suffisante de 0,1% sur toutes les transactions, sans exception, pour générer un montant énorme, en Suisse 100 milliards de francs par an, qui permettrait d'éliminer la TVA, pas pour les biens de luxe, parce que ceux qui achètent des Porsche peuvent se permettre de payer la TVA, éliminer la TVA, en France la CSG, etc. Donc on a un éléphant blanc au milieu de la pièce et personne ne veut le regarder. Ça c'est vrai depuis 30-40 ans, c'est un phénomène nouveau lié à la financiarisation de l'économie. Volume dément de transactions électroniques, dément. Toujours ce qui concerne la financiarisation de l'économie, vous voyez sur ce graphique, en vert, pour les entreprises les plus importantes aux États-Unis, en vert les profits, en rouge les cours boursiers. Donc ça ne devrait pas être exactement la même chose, mais les étudiants en finance et en économie apprennent que les cours boursiers doivent représenter les profits attendus. Bon, au lieu de converger, ils divergent. La guerre en Ukraine a remis les pendules à l'heure à ce niveau-là. La bulle a explosé. Malheureusement, il y a eu cette guerre. Mais donc, quand l'écart est trop important, on a affaire à une crise. C'est la financiarisation de l'économie, des cours boursiers qui s'envolent, déconnectés de la réalité. Alors, la politique monétaire, elle a induit des taux d'intérêt négatifs. Avant la guerre en Ukraine, environ 1,3 milliard de dollars par heure étaient injectés dans le secteur financier. On aimerait qu'ils en injectent autant pour le climat. Donc, le prix de l'argent est resté négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Prix de l'argent, c'est comme ça qu'est présenté le taux d'intérêt, qu'un prix soit négatif, mais ça a traduit pendant de longues années un dysfonctionnement de l'économie. On va aller dîner, j'imagine, après cette conférence ce soir. Supposons que nous allions dans une pizzeria et qu'on nous présente une facture négative. Intéressant, on va avoir une pizza et puis on va nous donner 2 € à la fin. Donc on reviendra le lendemain. La pizzeria ne pourra pas tenir longtemps comme ça parce que sinon elle sera en faillite. Là, il s'agit de la faillite d'un système, ça dure depuis des années. Maintenant, les taux ont tendance à redevenir positifs à cause justement des tensions inflationnistes de la guerre en Ukraine. Dysfonctionnement à nouveau à ce niveau-là. Donc là, j'essaye de montrer sur ce petit graphique que les cours boursiers sont tirés par la politique de la Banque centrale, là aux États-Unis. Donc là aussi, la déconnexion entre l'économie et la finance. Vous avez en rouge le bilan de la banque, de la Fed, en l'occurrence. Donc vous voyez, quand il y a, par exemple, ici avec la Covid, une chute brutale, la Fed augmente son bilan en rouge tout de suite pour rassurer les investisseurs. Elle achète des produits plus ou moins douteux sur les marchés. L'effet, quel est-il? Vous voyez en bleu, les cours boursiers repartent à l'hausse. Ça fonctionne tant que ça fonctionne. Là, ça fonctionne beaucoup moins, comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Et là j'ai fait un zoom. Donc ça commence en 2019. Mais si on remonte dans l'histoire, même logique. On commence en 2004, vous voyez. Tout de suite, dès que ça commence à chuter, la Fed augmente son bilan, ça chute, elle augmente son bilan, pousse les cours vers le haut. Parce que c'est un système qui est basé sur la hausse des cours boursiers. Et puis parfois, ça s'écroule parce que ça devient impossible à gérer. Bitcoin, c'est intéressant. Tout explose actuellement. Donc là aussi, le Bitcoin a profité en 2020 de l'augmentation du bilan de la banque, donc de la Fed. Donc la Fed achète des produits financiers, ça augmente son bilan. Il a augmenté avec un écart, et puis bon là, ça suffit plus manifestement. Oui, bon, il y a eu la chute récente. C'est un phénomène qu'on observe aussi
pour les GAFA. Vous voyez ici, on a l'augmentation du bilan en noir. Ici, on a le S&P 500 en dessous, et puis les GAFA ont augmenté, donc toutes les entreprises numériques en ont profité jusqu'à maintenant. Maintenant, elles ont des soucis. Encore une fois, la guerre en Ukraine a remis de ce point de vue-là les pendules à l'heure. Là, en Europe, même type de situation. Chute en 2020, il y a la Covid. La Banque européenne achète des produits financiers plus ou moins douteux. En rouge, son bilan augmente et les cours repartent à la hausse jusqu'à récemment, puisqu'il y a une chute que l'on connaît. Rachat d'actions. Là aussi, ça pousse artificiellement les cours à la hausse. Vous avez de grandes entreprises aux États-Unis qui rachètent, la direction rachète ses propres actions. Alors, ça a beaucoup d'avantages pour la direction. Pourquoi? Parce que mécaniquement, le cours va monter. Et la direction qui reçoit, qui a une rémunération basée sur le cours des actions, est très contente, mais c'est très artificiel. Dans la logique du capitalisme, l'idée serait que ces entreprises investissent. Elles investissent des montants, elles injectent des montants énormes, 3 600 milliards de dollars entre 2010 et 2019, rien que pour acheter leurs propres actions. Là, la conséquence sociale, on en vient aux aspects sociaux. La différence de distribution de revenus, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Rien. On voit rien. On voit rien parce que là, c'est horizontal. On voit rien, donc. Et puis là, c'est horizontal. Donc, vous avez je parle des revenus, mais pour la richesse, ça serait similaire. Vous avez personne, j'ai mis en milliards l'échelle, pas en millions. Ces personnes qui reçoivent, j'ai mis 5 milliards, j'aurais pu mettre 10, 2, peu importe. Voilà. On ne va pas me faire croire une seconde que ça correspond à une distribution compatible avec un système démocratique. Parce que vous avez 99,99% de la population qui est invisible. Invisible. 50% de la population essaye de survivre avec 5,5 $ par jour. Prenez un pays comme le Brésil, avec un salaire annuel moyen de 10 000 €, invisible. France plus riche, invisible. Classe moyenne en Suisse, invisible, invisible. Donc là, vous avez une partie verticale. Ce n'est pas le 1%, on va se centrer sur le 0,1% ou même moins. D'accord, vous avez 2500 milliardaires. Ce sont ces personnes qui ont des jets privés, des super yachts. Vous savez combien ça coûte de faire le plein pour un super yacht? Vous avez une idée? 1 million de dollars, qu'à cela ne tienne. 1 million de dollars. Pour combien de litres? 1000 litres. Ce sont les mêmes qui sont allés à Glasgow pour nous expliquer comment on devait restreindre nos émissions de CO2. Donc, beaucoup de cynisme. Le point ici, c'est qu'on ne peut pas résoudre la question environnementale sans résoudre la question sociale. Ça soit bien clair. Alors, on donne un exemple. M. Bezos, il a l'air très content sur cette photo. Donc, on va comprendre pourquoi rapidement. Très rapidement. En un seul jour, en l'occurrence, le 20 juillet 2020, sa richesse a augmenté de 13 milliards. Je n'ai pas dit 13 millions, j'ai dit 13 milliards de dollars. Vous savez à quoi ça correspond? Ça correspond à environ le double de ce que 1,6 milliard d'Africains ont reçu même jour. Double. Ça correspond, j'ai fait un calcul rapide, ça correspond à peu près 10 fois le château de Versailles. 10 fois. Non pas en 50 ans, parce que M. Bezos s'est pressé en un seul jour, parce qu'il a fallu à peu près 50 ans pour le construire, ce château, ce palace. Donc c'est unique dans l'histoire, cette concentration aussi rapide et aussi accentuée des richesses en quelques mains. C'est unique et c'est extrêmement dangereux. Qu'on ne nous fasse pas croire que ces gens-là sont la solution de nos problèmes, ils sont la cause. Ils ont envie de passer le week-end sur la Lune, c'est leur droit, mais qu'ils y restent. Les problèmes sont sur Terre, ici, il faut les résoudre. Alors, caractéristiques de la saillante de la finance casino, pour résumer, financiarisation à grande échelle de l'économie, donc un niveau de dette énorme, paradigme actuel, on en a parlé, dette, croissance, ça ne fonctionne pas, un volume surdimensionné de produits dérivés, des transactions électroniques records aussi, un processus de rachat d'actions accéléré, une politique monétaire au service de la bourse, des grands acteurs financiers, une focalisation sur la liquidité. Ce que vous apprenez en économie, en finance, il faut que les marchés soient liquides. Ils sont 5 ? D'accord, merci. Oui, le problème, c'est qu'il faut se focaliser sur la solidité du système. Parce que quand le système devient trop liquide, eh bien, il n'est plus solide du tout. Si lorsqu'il y a un feu, les pompiers injectent de l'eau pendant 1 heure, 2 heures, 10 heures, c'est bien, mais s'ils le font pendant 3 mois, la maison risque de s'écrouler. La montée en puissance de la finance de l'ombre,
des inégalités sociales croissantes. Alors, dans l'autre sens. Un dysfonctionnement qui contredit de plus en plus les principes de base du libéralisme. Je ne reviens pas dessus. En 2 mots, un principe de base du libéralisme qui est le suivant. Ceux qui investissent, ceux qui prennent des risques les assument. C'est très simple. On peut être d'accord ou pas, mais c'est le principe de base. Aujourd'hui, ceux qui prennent les risques dans les grandes banques ne les assument pas. Parce que ces institutions sont dites systémiques, too big to fail. Donc qui assume les risques? Le contribuable, sans qu'on lui ait demandé son accord. Bon, digitalisation de l'économie, j'accélère. Est-ce qu'il doit me rester 4 minutes? Un système fiscal archaïque, on en a parlé, c'est l'idée de la microtaxe. Fréquence des pandémies qui augmente. Beaucoup d'économistes s'intéressent à l'effet des pandémies de la Covid sur l'économie. Ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi la fréquence des pandémies augmente. Et cela est lié à la déforestation, à la perte de biodiversité et à ce système économique prédateur. Dans l'autre sens. Bon. Alors, les modèles qui sont enseignés demeurent les mêmes, c'est incroyable. Lorsque le Titanic a coulé, les ingénieurs qui construisaient les bateaux ont changé de mode de fonctionnement. Là, il y a une crise en 2008, les crises se répètent, et ce qui est enseigné à l'université, ici ou ailleurs, sur le fond, demeure semblable. C'est tout simplement scandaleux. Donc, l'homo economicus demeure la référence, et la main invisible. Alors, bon, elle est tellement invisible qu'on ne la voit pas, donc qu'elle n'existe probablement pas. Ils veulent faire croire depuis des décennies qu'un ensemble constitué d'individus purement égoïstes va finalement générer le bien-être pour une société. Bon, on peut y croire. Manifestement, ça ne fonctionne pas. Bon, là, j'ai des... Crédit Suisse, mais on va passer. Il suffit de lire la presse pour voir, pour comprendre les scandales qui ont émaillé la récente histoire de Crédit Suisse. Là, je vais vite. Si j'ai des questions après, je saute cela pour respecter les délais. Bon, de nombreux concepts sont tout simplement irréalistes en économie et en finance. Les marchés financiers seraient parfaits, efficients. C'est ce que les étudiants, en principe, des exceptions près, c'est ce qu'apprennent les étudiants encore aujourd'hui. En réalité, il faut le savoir, ils sont manipulés à grande échelle par des acteurs ultra puissants, donc des grandes banques, BlackRock, Finance de l'ombre, etc. L'existence d'un actif hors risque, ce qu'apprennent les étudiants, c'est la base de nombreux modèles en finance. Qu'est-ce qui est hors risque aujourd'hui? Qu'est-ce qui est hors risque? Même une obligation américaine, il y a un risque d'inflation, évidemment. Etc. La théorie de l'équilibre général, ça a même mérité un soi-disant prix Nobel. On est confronté à un déséquilibre permanent, et vous avez des chercheurs en économie, même en finance, qui travaillent sur la théorie dite de l'équilibre général. Ils habitent sur la Terre ou sur la planète Lune? Où est l'équilibre général aussi? J'aimerais bien qu'on ait affaire à cet équilibre. Je dis soi-disant prix Nobel, j'entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de, il faut le savoir, vous le savez peut-être, il n'y a pas de prix Nobel en économie. Monsieur Nobel ne voulait pas donner un prix Nobel en son nom, ni en économie, ni en maths d'ailleurs. Les mathématiciens ont été honnêtes, ils ont créé la médaille Fields. Et les économistes ont eu l'idée, certains d'entre eux, donc, de créer ce prix de la Banque de Suède en mémoire de Monsieur Nobel. Et si on respecte sa mémoire, il faut tout de même respecter ses souhaits. Moins 1 minute? Ou plus une? Une. Eh bien, il n'en voulait pas de ce prix. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que j'ai dit soi-disant prix Nobel. Bon, je vais bientôt conclure. Une prétention aussi à prévoir le futur. Je me souviens du porte-parole du FMI en pleine Covid qui prédisait la croissance pour l'année suivante à 2 chiffres après la virgule. Assez surprenant tout de même. Une certaine forme d'arrogance. Bon, pour conclure, dernier transparent. Ça va? De quoi s'agit-il? Il faut sortir de l'impasse actuelle et rapidement, donc, non seulement pour nous, mais pour les générations à venir. Donc, les aspects techniques, bien sûr, diminuer la consommation d'énergie, vivre de manière sobre et respectueuse de l'environnement, réduire les inégalités sociales, mais il faut aussi changer de paradigme, cesser de penser que le toujours plus signifie le toujours mieux. Parce que, pour les voitures, par exemple, certains sont très contents d'avoir une Tesla. Mais, juste pour terminer avec cet exemple, la taille des voitures, le poids des voitures est passé des années 70 actuellement de 700 kg à 1,4 tonne. Et le nombre de personnes par voiture est passé environ de 2,5 à une personne 3. Donc c'est bien de rouler un Tesla, mais ça ne va pas résoudre les problèmes. Il faut savoir qu'il faut vivre plus sobrement. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc Chenet. Donc l'idéologie telle que vous nous l'avez exposée repose sur le secret et sur des concepts qui continuent à être utilisés alors qu'on sait très bien qu'ils sont déconnectés de la réalité. Je vais donner maintenant la parole à Gerhard Kriner et Pierre-Yves Longaretti pour aborder un autre aspect de l'idéologie qui est peut-être inverse, c'est-à-dire qu'il y a, comme vous savez, des rapports du GIEC, rapports qui existent depuis maintenant très longtemps, qui sont censés mettre à disposition des savoirs scientifiques les plus performants sur les questions climatiques. Et pour autant, eh bien, ces rapports sont difficilement lisibles et il est difficile de savoir ce qu'il en est sur le plan de l'idéologie qu'ils transportent, sachant qu'ils sont produits par une demande étatique et qu'ils sont corrigés par effectivement aussi des demandes étatiques. Pierre-Yves Longaretti a une formation d'astrophysicien, théoricien. Il a été astrophysicien au CNRS et c'est également un grand connaisseur de sciences humaines et sociales, en économie et en philosophie plus particulièrement. Depuis les années 2000, il travaille sur les questions environnementales, globales et locales et il a fondé avec Emmanuel Prados l'équipe STIP. Donc je pense qu'on peut lui reconnaître quelque chose d'extrêmement important pour nous tous. Et il est bien sûr au centre INRIA de Grenoble. Gerhard Kriner, qui est donc membre actuellement du groupe 1 du GIEC, c'est bien le groupe 1, ouais, du GIEC, et qui participe à la rédaction de la synthèse, va donc discuter avec Pierre-Yves. Il est modélisateur du climat polaire, directeur de recherche au CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble, au sein de l'équipe climat, cryosphère, hydrosphère. Il travaille actuellement sur des méthodes de correction de biais pour les projections climatiques et il a coordonné la section Climate Global du résumé technique du rapport du GIEC publié le 9 août 2021. Je vous donne la parole sans tarder. Je pensais que c'est toi qui posais les questions. C'est pas grave, je vais juste très rapidement dire un mot sur un mot que tu as dit, alors que les rapports seraient corrigés par les États. Je vais peut-être dire comment ça marche, comment on écrit ces rapports, parce qu'en fait, ce mot, il m'a fait un peu sursauter. Alors, donc ces rapports du GIEC, ils existent depuis les années, depuis 1990 pour le premier rapport. Donc là, on s'approche de la fin du 6e cycle de rapport. Donc chaque cycle a des rapports spéciaux et puis 3 rapports de groupe de travail. Donc groupe de travail 1 sur le climat, sur la physique du climat essentiellement, sciences dures on va dire, ou vraiment très dures. Groupe de travail 2 sur les impacts et l'adaptation et groupe de travail 3 sur les méthodes d'atténuation, sur les options d'atténuation, donc diminution des émissions. Et puis à la fin, il y a un rapport de synthèse qu'on va publier probablement au mois de février. Et donc dans chacun des groupes de travail que j'ai mentionnés, il y a à peu près 200 chercheurs qui travaillent et pour le rapport de synthèse, on est une trentaine à l'écrire. Donc un rapport d'un groupe de travail, il fait 1500 pages, on travaille pendant 2 ans, c'est même 2000 pages maintenant, chaque fois ça devient plus épais, c'est assez... Et donc, il contient des chapitres. Donc, dans le groupe de travail 1, il y a un chapitre sur la cryosphère, cryosphère, l'océan et le niveau des mers, et puis d'autres sur les cycles biogéochimiques, etc. Enfin, voilà. Donc, chaque chapitre faisant une centaine ou 200 pages. Après, donc, il y a un résumé technique qui est fait à partir de ces chapitres. Un résumé technique qui fait une centaine de pages. Donc, comme Sophie l'a dit, j'ai coordonné une partie du résumé technique de ce groupe de travail 1 sur le climat global. Et puis, à la fin, il y a ce résumé à l'intention des décideurs. C'est celui-là qui est approuvé dans une réunion entre les chercheurs et les États. Et il y a beaucoup de choses qui sont mal connues là-dessus, sur ce processus. Donc en fait, il y a une demande. Les rapports du GIEC qui servent normalement pour être une base scientifique pour les discussions au moment des COP, des Conferences of Parties, de cette Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Quand il y a
ces COP, il ne faut pas qu'ils discutent de la base scientifique, il faut qu'ils discutent des solutions, qu'est-ce qu'on fait. Et pour éviter ça, il y a ces rapports du GIEC qui font un résumé de l'état des connaissances. Bien. Pour qu'il n'y ait pas de discussion à ce moment-là, il y a un mécanisme qui est cette approbation. Et cette approbation, ça consiste donc, j'ai dit, à une réunion entre les chercheurs. Donc il y a pour chaque groupe de travail au moment de la publication. Ça dure une semaine. Là, avec la pandémie, ça a duré 2 semaines parce que ça s'est passé en Zoom. Donc il y a une 50aine de chercheurs, et puis il y a des représentants des États, en principe 195 États, mais en réalité moins d'États, une 60aine, qui discutent. Et chaque phrase est discutée, chaque phrase est approuvée. Donc les chercheurs ont écrit des phrases, se résumer à l'intention du décideur, une 15aine de pages, très court normalement, et donc après chaque phrase est discutée. Et l'idée c'est que même l'Inde, même l'Arabie saoudite, même la Russie, donc tous les États qui aimeraient bien continuer à émettre des gaz à effet de serre, ont approuvé chacune des phrases. Donc quand c'est écrit qu'il n'y a plus aucun doute sur le fait que le changement climatique est dû à l'homme, donc c'est écrit, texto, dans ce rapport, l'Arabie saoudite a dit oui, on accepte ça. Et donc c'est à ça que ça sert. Évidemment, faire accepter ce genre de choses à certains États, c'est difficile. Donc les discussions peuvent être byzantines et très longues. Donc parfois, ils disent on n'aimerait pas voir cette phrase. On n'aimerait pas voir que le changement climatique est dû à l'homme. On aimerait bien voir que c'est dû au Père Noël. Donc après, les scientifiques, on va dire non, nous, dans le rapport sous-jacent qui fait 2000 pages, on a X articles qui prouvent ça, on fournit les arguments, et à la fin, c'est toujours les scientifiques qui ont le dessus. Donc il n'y a pas une phrase qui n'a pas l'aval des scientifiques. Par contre, il y a des éléments qui peuvent sauter. Nous, on n'a pas eu des pertes dans le groupe de travail 1. Dans le groupe de travail 2, sur l'adaptation, il y a une figure qui a sauté. C'était une figure sur l'adaptation, sur l'état de l'adaptation dans les différents États. Certains États n'ont pas du tout voulu voir sur la carte que leur État n'était pas suffisamment avancé en termes d'adaptation, ou je sais pas, enfin bref. Donc à la fin, la figure a sauté parce qu'il n'y a pas eu d'accord. Donc ça peut arriver. Donc c'est pas corrigé, mais non, c'est pas corrigé. Parce que tous les scientifiques disent, enfin, il faut qu'il y ait un accord des scientifiques. Il n'y a rien de faux. Les scientifiques gardent le dernier mot sur la phrase qui va être là. Par contre, effectivement, il peut y avoir des choses où les États disent on pense que dans le résumé à l'intention des décideurs, cette information n'est pas pertinente, parce qu'en fait, c'est un résumé à l'intention des décideurs. Donc, il faut qu'il y ait l'information qui les intéresse. Si des États, à la fin, tombent d'accord que cette information-là, finalement, elle n'a pas besoin, elle n'a pas lieu d'être dans ce résumé à l'intention des décideurs, elle saute. Mais elle n'est pas corrigée. Par contre, tu peux l'appeler un filtre, si tu veux. Tu peux l'appeler un filtre, si tu veux, parce que c'est un filtre pour l'information pertinente aux décideurs. Mais ces éventuelles petites pertes sont largement compensées par le fait que, encore une fois, tous les États acceptent ce qui est écrit. Voilà donc ce que je voulais dire sur le processus du GIEC. Tu veux rajouter autre chose ? Non, je pensais qu'on discutait. On va discuter. Donc je vais rebondir là-dessus. Dans le groupe 1, effectivement... alors attendez, je vais déjà expliquer pourquoi je m'exprime ici là-dessus, n'étant pas climatologue. D'une part, je comprends assez bien les sciences du climat de par ma casquette antérieure d'astrophysicien où je faisais des choses qui, en termes techniques, étaient assez proches. Puis par ailleurs, ça m'intéresse depuis un petit moment. Maintenant, je n'ai pas la prétention d'être climatologue. J'ai juste la prétention de comprendre assez bien de quoi il retourne. Ce qui n'est pas exactement la même chose. L'exercice auquel je me suis livré, moi, sur plusieurs... génération de rapports du GIEC, ça a été de lire le rapport pour décideurs et puis de piocher dans le résumé pour décideurs et de piocher dans les gros rapports qui font des milliers de pages. Évidemment, personne ne lit des milliers de pages. Par contre, ça sert de référence un certain nombre d'informations qui m'étaient utiles. Au niveau du groupe 1, je pense qu'il y a assez peu de débats sur la façon dont ça se passe.
moi, ce qui m'interroge, c'est ce qui se passe plutôt au niveau du groupe 3. Alors, si je regarde, par exemple, ce qui s'est passé à la R5, c'est-à-dire la vague précédente de rapport et la vague actuelle de rapport du groupe 3. Alors, est-ce que tu l'as dit? J'ai peut-être eu un moment d'inattention. Le groupe 1, c'est la science du climat. Dit, ouais. OK. Le groupe 2, c'est les impacts du climat, à la fois impacts environnementaux, mais aussi, on va dire, socio-économiques, pour faire vite. Et le groupe 3, c'est tout ce qui concerne les stratégies d'adaptation, de réduction d'émissions. De réduction de ce qu'on peut faire, finalement, par rapport aux problèmes posés, pour faire vite. Et ce n'est pas les mêmes communautés scientifiques, évidemment. Il y a beaucoup plus d'économistes dans le groupe 3, par construction. Et c'est là qu'on rejoint le problème idéologique dont on parlait tout à l'heure. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi moi je trouve qu'il y a un problème d'idéologie là derrière. Et après, j'aimerais bien que tu réagisses par rapport à ça. Donc, entre la vague... Donc, je reviens à mon discours, là. J'ai fait une petite parenthèse, je suis désolé, j'aurais dû le dire dans l'autre ordre. Entre la vague 5 et la vague 6 actuelle, il me semble que la vague 5, c'était en 2014, je parle sous ton contrôle. Il y a eu une évolution positive, de mon point de vue, dans le rapport du groupe 3, c'est-à-dire une perte d'influence d'un modèle dont on a mentionné le nom ici et qui a été extrêmement critiqué, y compris par les économistes eux-mêmes, qui s'appelle le modèle DICE de Nordhaus, qui a eu le pseudo-prix Nobel en économie pour ses travaux précisément sur le changement climatique. Et c'est un modèle qui vous dit que finalement c'est pas grave, il suffit de très peu d'efforts et que la trajectoire optimale c'est plusieurs degrés de réchauffement climatique. Et c'est un truc qui choque un certain nombre qui a choqué un certain nombre de climatologues, mais pas que de climatologues. Il y a eu une amélioration là-dessus, il y a eu une perte d'influence de ça, et il y a une partie du débat, alors qu'on ne voit pas au niveau du résumé pour décideurs, mais qu'on voit dans le rapport lui-même, où, ça est dit en termes feutrés, mais où en gros, il y a eu un rapprochement entre des méthodes dites coût-avantage, qui sont la grande catégorie de méthodes économiques dans laquelle rentre le modèle DICE, et des méthodes dites coût-efficacité. Et c'est quoi la différence? Les méthodes coût-avantage, quelque part, monétisent tout. Les méthodes coût-efficacité se donnent un objectif climatique, un objectif de réduction, et ne quantifient que le coût de ces trajectoires. Donc on n'est pas en train de chercher à faire un optimum intertemporel avec des méthodes économiques dont les prémices et les hypothèses sont quand même... Alors je ne veux pas ouvrir un grand débat là-dessus, mais on peut avoir des questions. Il y a eu cette amélioration. Maintenant, où est donc l'idéologie? L'idéologie, elle est que si vous regardez les trajectoires d'émissions du groupe 1, vous avez des trajectoires d'émissions montantes, des trajectoires d'émissions descendantes, et vous avez tout un panel d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier du CO2 ou d'équivalent CO2, en gigatonnes d'équivalent CO2 à l'échelle du siècle. Vous avez des trajectoires comme ça. Si vous regardez à quelle trajectoire économique ça correspond dans le groupe 3, c'est tout, on l'a dit plusieurs fois au cours de ces journées, c'est toutes des trajectoires de croissance économique. Donc il est nécessaire quelque part que quelque chose se passe pour qu'il y ait un découplage entre croissance économique et émissions de CO2. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'est-ce qui est dit sur cette question de découplage à l'intérieur du rapport. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a eu cette curiosité. Il y a un gradient de choses à ce sujet. Ça se passe dans le chapitre 2. Le contenu du chapitre est à peu près raisonnable. Le résumé exécutif du chapitre l'est déjà beaucoup moins. Alors on peut discuter pourquoi. Le contenu du chapitre vous dit à plusieurs endroits que c'est extrêmement difficile ou quasiment impossible d'effectuer ce découplage par la transition énergétique. Ou avec des exemples d'États où il y a un découplage faible vu, mais souvent sur des périodes courtes, et à des niveaux qui sont très très inférieurs à ce qu'il faut pour rester à l'intérieur de l'enveloppe des 1,5 ou 2 degrés,
de réchauffement. Alors, il n'y a pas de contestation sur la partie physique, hein. C'est juste une question, on ne veut pas diminuer la croissance économique, donc il faut découpler. Donc, que fait-on pour ça? Il faut changer de modèle énergétique, et on s'appuie à ce sujet-là sur une partie de la littérature du découplage, et qui montre que c'est un problème très difficile. Au niveau du résumé exécutif du chapitre, c'est déjà beaucoup moins clair. Il y a un certain nombre de phrases qui sont franchement plus optimistes que ce que dit vraiment le chapitre, qui sont retenues au niveau du résumé exécutif, et les autres ont disparu. Et au niveau du résumé pour décideurs, on parle même plus de découplage, et on garde que des versions encore plus optimistes des phrases du résumé exécutif du chapitre 2. Et moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que, de fait, le résumé pour décideurs du groupe 3 n'est pas fidèle au contenu du chapitre en question sur ce point-là. Alors, ce n'est pas un point que j'ai pris au hasard, c'est la cheville ouvrière. Oui, non, mais j'aurais fini. Ah, chacun. Donc je finis en une phrase. C'est vraiment le point clé là, parce que si vous refusez une décroissance économique et que dans le même temps vous dites que vous estimez rester en dessous de 1,5 ou 2 degrés, vous êtes obligé d'en passer par du découplage. Et la lecture du chapitre d'une part, du résumé du chapitre de l'autre, sur ce point précis, mais quel point central, et du résumé pour décideurs, va vous donner une gradation d'optimisme extrêmement nette. Et là, je trouve qu'on est dans de l'idéologie et non pas dans un reflet de l'état de la science sur la question. Et je m'arrête. Alors, en ce qui concerne ces scénarios qui sont donc analysés dans le groupe de travail 3, comme tu disais, dans le groupe de travail 1, comme on travaille avec des modèles de climat qui sont extrêmement lourds, gourmands en termes de calcul, on prend 5, comme tu disais, 5 scénarios d'émissions. En fait, ça peut venir de n'importe où, on peut les sortir les voir complètement déconnectés de toute réalité socio-économique. On les prend quand même issus des travaux d'économistes, etc. Mais en fait, pour nous, c'est tout simplement des courbes d'émissions diverses et variées, dont une courbe d'émissions qui suppose la neutralité carbone en 2050 et des émissions négatives, nettes, au-delà. Et une autre qui suppose cette neutralité en 2070. Et donc la première arrive à maintenir les 1,5 degrés, la deuxième juste en dessous de 2 degrés, etc. Donc pour nous, on utilise ça un peu comme des trucs qui tombent du ciel. Bien. Alors, en groupe de travail 3, comment ils font? En fait, il y a une scenario database qui est gérée par l'IASA, donc à Vienne, International Institute for Advanced System Analysis, un truc international à Vienne. Bien. Donc ils maintiennent cette base de données. Des chercheurs qui ont des modèles, qui développent qui font des simulations intégrées, Integrated Assessment Models, des trajectoires possibles de décarbonisation, etc., font tourner leur modèle et soumettent le output de leur modèle à cette base de données. Dans cette base de données, évidemment, le critère, c'est que le modèle doit être décrit dans une publication internationale, peer review, etc., un truc habituel. Et ensuite, ils soumettent leurs différents scénarios. Je ne sais pas. J'ai lu une publication très récente dans Nature Communications en 2021, assez récente, sur des scénarios de décroissance qui semblaient dire, voilà, on fait pour une fois des simulations avec ce genre de modèle, avec un scénario de décroissance. J'ai vu la publication citée dans le rapport du groupe de travail 3, effectivement. Je ne sais pas si ces simulations se retrouvent dans la scénario database. Mais en fait, ce que je veux dire, tout simplement, c'est que, puisque le titre de notre session s'appelle « Désactivation de la connaissance », je me demande si cette connaissance est activée dans le sens est-ce que c'est publié, est-ce que les modèles qui sont sous-jacents sont publiés dans des publications à revue internationale? Est-ce que ces simulations qui en sortent
si vous avez des scénarios de décroissance massifs, et s'il y en a beaucoup, est-ce qu'ils ont été soumis à cette base de données? Si ensuite ça a été fait, ils ne sont pas pris en compte, moi ça m'étonnerait, parce que j'ai vu une quantité de codes monstrueuses où justement ils parlent des simulations qui... ils sont très fiers d'avoir 3000 simulations à analyser, etc. Donc voilà la question que je me pose, déjà. Alors, sur le fait que ces modèles soient publiés, oui, ça c'est une certitude, parce que j'ai regardé. Ouais. Ce point-là est discuté dans le chapitre 5 et pas dans le chapitre 2. Du coup, le résumé pour décideurs en parle, mais de façon... là encore un coup, si tu lis le résumé pour décideurs là-dessus, l'emphase, elle est sur le découplage et pas sur la décroissance. Ah oui, c'est sûr. Et c'est là que je dis... Alors, c'est pas que c'est faux, on tire les curseurs pour donner une image optimiste. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. C'est pas fidèle, si vous voulez. Alors après, on peut discuter. Et pour le coup... je ne suis pas en train de dire que le problème se pose de la même façon dans le groupe 1, alors, pas du tout. Ouais. Oui, le résumé pour décideurs du groupe 1 est beaucoup plus fidèle au contenu scientifique que sur ces points critiques, le résumé du groupe 3. Moi, le problème avec le scénario du groupe de travail 3, je vais finir, c'est qu'effectivement, ils sont très fiers de leurs 3000 scénarios, mais en fait, je me pose la question, est-ce qu'il y a un groupe de chercheurs, une école, on va dire, qui publie massivement des scénarios et qui tout simplement inonde et qui fait que des scénarios de décroissance se retrouvent marginalisés, tout simplement par le nombre. Ça, c'est une certitude, parce que dans tous les organismes internationaux, sur toutes on n'a pas arrêté d'en parler ces 2 derniers jours, l'input de la quasi-totalité des modèles, par exemple de transition énergétique, y compris des modèles que nous, on fait, c'est des inputs de croissance. Alors, on prend le même input pour critiquer la chose, hein, aussi. Mais c'est quasiment systématiquement des modèles de croissance. Pourquoi ? Parce que pour un décideur, un modèle de décroissance est totalement inaudible. C'est-à-dire, tu peux le publier, mais il s'en fiche totalement. Bon, je vous remercie d'avoir tenté de comprimer vos interventions. On va nécessairement finir un peu plus tard, puisqu'on a commencé un peu plus tard. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que ce qui a été évoqué, si on enchaîne les 3 éléments, les 3 personnes qui ont pris la parole, c'est une adéquation par discussion entre les scientifiques et les politiques, en tout cas pour le groupe 1, mais il faut quand même cette discussion, ce qui veut dire que l'autonomie complète des scientifiques est assurée jusqu'à un certain point. Voilà, jusqu'à un certain point, et je pense que le groupe 3 permet de voir que ce point peut connaître lui-même des variations importantes en fonction des théories qui influencent et de la manière dont on va fabriquer des omissions. Et on a bien vu que la question du secret était le maximum de la possibilité de faire valoir un discours idéologique contre une expérience de vérité. L'omission est une manière plus soft de faire un peu la même chose. Et en fonction du degré de l'omission et des correctifs, filtres correctifs, eh bien, on a la possibilité de saisir ce qui est manqué par le public. Encore une fois, le résumé à l'intention du décideur, il est spécifiquement dirigé pour les décideurs. Oui, mais l'enjeu du GIEC, c'est aussi les décideurs. C'est ceux qui vont s'occuper de la maison, comme disait Marc Chenet tout à l'heure. Donc, on pourra continuer à débattre ensemble après. Mais effectivement, c'est bien parce que c'est pour les décideurs qu'il y a un enjeu politique et idéologique. Ça serait à l'intérieur du champ scientifique, les États ne seraient pas là. Donc, la parole va être donnée maintenant à Benoît Pelopidas, qui va nous entretenir d'une question analogue. Vous avez bien compris qu'on avait choisi de mettre ensemble des questions analogues, qui est la manière dont la question du nucléaire, en ce qui concerne la sécurité,
produit ou ne produit pas des discours qui permettent à l'ensemble de la sphère civique de pouvoir comprendre ce qu'il est en jeu. Benoît Pelopidas est fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires, qui était anciennement la chaire d'excellence en études de sécurité à Sciences Po, dans le CERI. Et il est également chercheur affilié au Centre pour la sécurité internationale à l'université de Stanford. Et je lui donne la parole. Bonsoir mesdames, messieurs, merci Sophie. Bonsoir à tous, je vais me lever, c'est plus simple. En fait, je vais commencer par juste exprimer un grand plaisir. Je suis ravi d'être là pour la deuxième fois. Emmanuel avait eu la gentillesse, où est-il ? De m'inviter à une conférence Comprendre et agir. Et ben là, voilà, on est un certain nombre d'années après, les résultats se sont consolidés. Et je le nomme particulièrement parce que, pour ceux qui étaient là mardi matin, dans sa conférence d'introduction, il a listé 4 axes qui, dans son esprit, devaient faire communauté entre nous, ou en tout cas entre les membres de la communauté qu'Archipel a vocation à construire. Et l'équipe que je représente, dont je vais vous dire quelques mots, correspond assez directement à ces 4 principes. Le message que je vais porter en vous présentant des résultats de recherche de l'équipe, c'est simplement de ne pas oublier les vulnérabilités liées aux arsenaux nucléaires, précisément à partir d'un constat de surprise simple, qui est que dans ma discipline, les sciences politiques, dans les sciences humaines et sociales en général, on a oublié parfois la présence d'armes nucléaires dans ce monde, en tout cas les vulnérabilités qu'ils génèrent. Et cet oubli dépasse très largement ma discipline, y compris dans des disciplines qui sont concentrées sur des questions de vulnérabilité matérielle, de vulnérabilité d'infrastructure. Je pense par exemple à l'effort de construire une discipline sous l'appellation collapsologie qui ne parle du coup pas de ça, ou au champ de recherche qui s'appelle Existential Risk Research, qui a une compréhension des vulnérabilités nucléaires qui est très limitée. Donc l'objet, si vous voulez, de ma présentation aujourd'hui, c'est simplement de vous rappeler ça et de vous dire que réinjecter ça, ça pourrait être la contribution modeste de l'équipe à ce que Archipel entend faire comme collectif. Alors, je ne sais pas du tout où vous en êtes dans votre connaissance ou dans votre goût de cette technologie. Donc, ceux d'entre vous qui sont plus connaisseurs, je vous demande un peu de patience et un peu d'indulgence. Je me suis dit qu'il était pertinent de commencer en rétablissant des ordres de grandeur. Donc, je vais simplement vous dire que aujourd'hui, sur la planète Terre, il existe environ 13 000 systèmes d'armes nucléaires qui sont, pour une grande majorité, beaucoup plus destructeurs que les bombes qui ont rasé Hiroshima et Nagasaki. Ça, c'est un premier point, 13 000. Deuxième chiffre intéressant peut-être, depuis 1945, nous avons construit plus de 120 000 systèmes d'armes nucléaires. Et donc, vous en déduisez qu'on a démantelé une grande partie de ce chiffre-là. Deuxième chiffre important, sur les 13 000 qui existent aujourd'hui, il suffit qu'1% de ces systèmes d'armes explose dans un scénario particulier sur des villes, j'ai bien dit 1%, pour produire un hiver nucléaire et donc générer des morts, notamment par famine, de l'ordre d'un nombre supérieur à 1 milliard d'êtres humains sur la planète. Ça, ce sont des modèles justement utilisés par mon collègue Alan Robock à l'université de Rutgers à partir de modèles climatiques. Un autre élément important, très simple, et qui est justement un savoir connu, mais en partie oublié ou désactivé, c'est que depuis qu'on a couplé des explosifs nucléaires avec des missiles intercontinentaux, il n'existe plus de possibilité de protéger les populations contre une attaque nucléaire délibérée, inadvertante ou accidentelle. Et ça devient une réalité à la fin des années 50, au début des années 60. On pourra discuter de l'accélération de ce phénomène et puisqu'on a un citoyen suisse parmi nous, des tentatives de pallier à ça en construisant des bunkers ou en construisant une défense antimissile. Il est très facile de montrer qu'on n'a pas réduit cette vulnérabilité fondamentale. La communauté Archipel ne se caractérise pas nécessairement par son optimisme, mais s'il y avait des optimistes parmi vous, je pourrais vous rappeler, et ça c'est une des découvertes du programme, qu'on ne peut pas se rassurer
en se disant que si on a évité des explosions nucléaires non désirées jusqu'à présent, c'est exclusivement parce qu'on a tout contrôlé. Et en faisant le pas de côté que constitue mon équipe et dont je vais vous parler plus avant dans la suite, on peut démontrer que dans certains cas particuliers, ce qui a empêché les explosions nucléaires non désirées n'est pas des pratiques de contrôle, mais bien ce qu'on a appelé la chance. Voilà la raison pour laquelle... Non mais c'est rigolo, à peu près 15 secondes. La raison... Mais je suis ravi que ça vous amuse. Non, par contre, la raison pour laquelle ça correspond à peu près directement à ce que Sophie nous invitait à réfléchir ensemble, c'est parce que ce mot de chance où vous vous dites « Tiens, Benoît, il est fatigué, il dit n'importe quoi », on l'entend dès la fin des années 60, dans la bouche de dirigeants américains, britanniques, russes, militaires et politiques, qui ont tout intérêt à vous dire exactement l'inverse. Ils ont tout intérêt à vous dire, vous savez, on est des dirigeants tellement bons qu'on a négocié la crise, mon Dieu, avec une aptitude. Quelqu'un comme Robert McNamara, que vous connaissez sans doute, qui a fait toute sa réputation sur la construction d'une personnalité, je suis désolé, je suis obligé de vous tourner le dos pour regarder le public, sur la construction d'une personnalité du contrôle parfait, à partir de 2003, dit, au moment de la crise de Cuba, nous avons eu de la chance, il fait ce geste, il dit « We came that close and we lucked out ». Donc il dit, c'était de la chance. Vous avez la même chose chez Dean Acheson, et donc vous avez un grand nombre d'autres décideurs, j'ai collecté ça dans mon livre, qui disent ça. Je ne vous dis pas que ça suffit, je ne vous dis pas qu'il faut les croire sur parole, je vous dis simplement que précisément, il y a un décalage entre la connaissance acceptée et la preuve disponible, parce que ce discours de la chance, à son sujet, on a fait 2 erreurs. Première erreur, simplement de dire, la chance, c'est non mesurable, on ne sait pas quoi en faire, donc on va agir et penser comme si elle ne jouait aucun rôle. Et là, vous voyez la faute méthodologique élémentaire. Notre incapacité à mesurer une variable ne permet pas de déduire que cette variable n'a pas d'effet. Enfin, c'est une aberration totale. Mais on a fait ça tranquillou-bilou pendant longtemps. Et la deuxième approche était simplement de dire non, mais en fait, c'est des erreurs d'échelle. Ce qui est présenté comme de la chance est simplement un contrôle à une autre échelle. Et là, cette deuxième erreur a été la piste de recherche qui m'a permis, avec l'équipe, de monter ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est on peut distinguer, et il est nécessaire d'être capable de distinguer les cas de chance des cas où on a empêché les explosions nucléaires non désirées grâce à un succès du contrôle. Et donc, à partir du moment où on distingue des modes de contrôle et de contrôlabilité versus des modes où ce qui a été nécessaire pour éviter la catastrophe, c'était la défaillance d'une pratique de contrôle ou un facteur extérieur aux pratiques de contrôle, à ce moment-là, on doit qualifier ces cas de chance. Donc, le travail qui est fait dans le livre qui s'appelle « Repenser les choix nucléaires » notamment, c'est de conceptualiser ce travail sur la chance, ce concept de chance distinct du contrôle, de montrer le caractère répétitif des modes de déni que je viens de vous décrire et le fait que ces modes de déni étaient acceptés comme non problématiques. Et c'est là l'importance de la recherche indépendante. Qu'est-ce que j'entends par recherche indépendante ? Simplement le fait qu'en 2017, quand je rentre en France, je fais un pas de côté à peu près risible. Là, pour le coup, vous pourriez vous moquer. C'est-à-dire, je dis une platitude telle que, pour faire une recherche sur les choix nucléaires militaires, on ne peut pas recevoir de financement d'acteurs qui ont un intérêt dans la défense d'une politique liée aux arsenaux nucléaires, quelle qu'elle soit. Donc, on refuse l'argent du commissariat à l'énergie atomique, l'argent du ministère de la Défense français et l'argent des activistes antinucléaires. Et on dit, voilà, on va aller parler par ailleurs à tous ces gens-là, on n'a aucun problème avec eux, mais on ne veut pas être lié sur un mode qui produirait de la dépendance. Parce que, précisons quand même, entre-temps,
On a cité souvent dans ce colloque les travaux de Naomi Oreskes et Eric Conway et bien d'autres. Le fait que des financements produisent des distorsions dans la science, c'est établi pas seulement dans la science du climat, pas seulement dans le discours sur la santé, mais dans plein d'autres domaines. Dans mon domaine, la recherche sur les armes nucléaires, on n'a pas fait cette recherche sur l'impact des financements et le champ entier fonctionne sur le postulat d'une exception, c'est-à-dire les financements des acteurs produisent des biais dans toutes les autres disciplines sauf celle-là. Moi, il me semble que, à défaut d'avoir fait le travail, la bonne nouvelle, c'est que le travail, maintenant, on l'a fait, et en fait, le champ n'est pas exceptionnel, hein, les biais, ils sont là aussi, on peut les démontrer. Mais donc, il aurait fallu, au moins, faire ce pas de côté, produire de la recherche indépendante. Et à partir du moment où on le fait, on montre le rôle de la chance, et aussi, pour le dire un peu vite, le fait que 3 autres justifications communes de la politique existante sont fondées sur des choses qui sont démontrablement fausses ou incomplètes. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, mais ça veut dire, et là je reviens à ce qu'Emmanuel nous proposait mardi, ça veut dire que si le travail de la recherche, c'est un travail de clarification des enjeux du débat public, on peut montrer que les justifications publiques ne permettent pas une mise en cohérence avec la politique effectivement conduite, et que si on tenait à ces justifications, la politique menée serait différente, et que par contre, si on tient à construire l'arsenal qu'on est en train de construire, le jeu de justification cohérente est différent de celles qui sont présentées publiquement. Combien de temps est-ce qu'il me reste ? 3 minutes. En 3 minutes, je vais vous dire... Non, ça ira. Non, en 3 minutes, je vais vous dire 2 choses. La première chose, c'est simplement qu'il est tentant d'avoir un rapport, si vous voulez, à la chose nucléaire qui dit soit la guerre nucléaire a lieu et c'est fini, soit la guerre nucléaire n'a pas lieu et donc je peux choisir de ne pas être affecté par cette politique-là et de cultiver mes rosiers ou de m'occuper d'un autre truc. Parce qu'il y a des pénibles comme Benoît qui n'ont pas compris qu'il fallait mieux s'occuper d'un sujet sympa. Mon message, c'est vraiment de vous dire, ce choix-là, vous ne l'avez pas, en fait. C'est-à-dire que la guerre nucléaire ait lieu ou pas, en tant que citoyen, les politiques liées aux arsenaux nucléaires ont des implications pour nous, citoyens. Et pas simplement en tant que contribuables. C'est-à-dire parce qu'évidemment, le consentement à l'impôt devient un consentement à l'impôt qui permet de produire un système d'armes. Mais bien plus avant, être citoyen d'un État doté d'armes nucléaires qui pratique la dissuasion nucléaire, c'est simplement accepter que notre pays est ciblé par des États qui disposent d'arsenaux nucléaires de plus grande taille. Et de la même manière, c'est accepter, ou en tout cas il est attendu de nous que nous acceptions, qu'en cas d'attaque, le chef de l'État va pouvoir, en notre nom à tous, engager les arsenaux nucléaires du pays. Donc nous sommes saisis par la dimension nucléaire du monde, et en particulier de la politique nationale. Donc nous ne pouvons pas faire le choix de dire on ne sera pas affecté. C'est pour ça que je vous invite vraiment très fortement à intégrer la présence de ces systèmes d'armes et les vulnérabilités matérielles associées qu'on peut montrer en utilisant les outils interdisciplinaires de la recherche indépendante, mais aussi, et c'est mon dernier point, ce que j'ai appelé la vulnérabilité épistémique, c'est-à-dire la tentation de croire à l'impossibilité de l'explosion nucléaire délibérée ou accidentelle. Et dans donc le livre qui s'appelle « Repenser les choix nucléaires », je documente les sources de cette vulnérabilité épistémique et donc de la confiance excessive qui en découle. Notamment, et on pourra en parler en détail parce que ça rejoint ce que Marc disait dans le monde de la finance, le rôle d'experts qui commettent des fautes méthodologiques structurelles et qui souffrent d'un conflit d'intérêts régulier. Donc encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que ces vulnérabilités-là peuvent et doivent être documentées
Et elles peuvent l'être seulement par la recherche indépendante, qui est non seulement possible de distinguer d'une recherche, disons, engagée avec des acteurs ayant un agenda politique, mais qui est facile à distinguer. En fait, on peut établir des critères clairs. Et sur ce, je vais céder la parole à... Alors, je vous remercie d'avoir tenu le temps dans un espace très très contraint. On a évoqué des questions qui sont des questions de croyance, de déni, de sclérose aussi, de communautés qui continuent à enseigner des concepts périmés, de filtres qui peuvent être considérés comme des filtres qui ne prennent pas en compte le fait qu'il y a besoin de savoir à l'adresse pas simplement des décideurs, mais aussi des citoyens. Et on vient d'aborder la question de ce qu'on peut appeler en sciences humaines l'oubli actif, c'est-à-dire la corrélation entre une idéologie qui souhaite vous faire oublier et le fait que, comme c'est très inquiétant, eh bien, on est aussi acteur de cet oubli. Donc il y a là toutes sortes d'éléments qu'on n'a pas tendance à observer comme idéologie. Et avant de donner la parole à la salle, et je pense qu'on va rester là jusqu'à 20h10, je voulais juste savoir si vous vouliez, entre vous, dans un premier temps, vous poser des questions, et ensuite je donnerai la parole à la salle.